Dans cet exercice qui a été posé aux oraux XENS, on va démontrer une condition suffisante pour que A soit nilpotente. Donc on prend A dans Mn de C et on dit que pour tout K appartenant à N, la trace de A puissance K, c'est nul. Et on veut montrer que A est nilpotente. On a l'impression qu'on va pas avoir trop de mal, puisque ça c'est une hypothèse qui est très forte, c'est une hypothèse ultra globale qui porte sur tout K dans N, et donc puisqu'on est dans Mn de C, on va pouvoir trigonaliser et avoir une expression de la trace de A. Donc d'abord, c'est intéressant de regarder cet exercice parce que on sait que les matrices nilpotentes, ça joue un énorme rôle dans la théorie de la réduction. Donc je te conseille d'aller voir la vidéo sur la Dunefordisation, réduction de Duneford que j'ai fait au début de la chaîne, qui t'explique pourquoi les matrices nilpotentes sont centrales dans la réduction des honomorphismes. Donc du coup, si on prend A dans Mn de C, dans cet exercice, en fait, on peut supposer A triangulaire, parce que ce qui nous intéresse, c'est la nilpotence. Et si A est dans Mn de C, elle est trigonalisable. Donc A est égal à P TP-1. Et ça, si on a AK, en fait, le fait de dire qu'on a A puissance P, A puissance Q, pardon, par exemple, A puissance Q est égal à 0, c'est équivalent à dire que T puissance Q est égal à 0. Donc, le premier sens, il est évident, puisque quand tu vas multiplier par n'importe quel AK, donc quand tu prends une puissance de n'importe quoi, ça fait T puissance K, P-1, ça c'est évident. Et donc, si A puissance K est égal à 0, T puissance K est égal à 0, parce que P est inversible, et réciproquement, ici tu vas avoir un 0. Donc, en fait, montrer que la matrice triangulaire semblable à A est nulle, enfin est nilpotente, ça revient à montrer que A est nilpotente. Donc du coup, on va supposer A triangulaire. On va poser SP de A dans C, c'est égal à lambda 1, lambda R. Ok. Ok, c'est un ensemble. Ensuite, on note N1, Nr leur multiplicité, sous-entendu dans le polynôme caractéristique. Et donc, on va essayer d'exprimer la trace en fonction de AK. Enfin, de la trace de AK en fonction de lambda 1, lambda R et Nr. Ok ? Ça semble assez naturel de faire ça, puisque pour une matrice triangulaire, la trace, c'est la somme des coefficients diagonaux. Donc, on va réduire ça. Donc, on a A, j'ai dit qu'on l'a supposé triangulaire. Donc, en fait, on va avoir lambda 1 par bloc identité NR, enfin N1, jusqu'à lambda N. Non, en fait, on ne peut pas utiliser cette écriture par bloc, mais en gros, pour te faire voir le truc, parce qu'en fait, ici, on est dans le cas triangulaire. Donc, on est lambda 1, lambda 1, et ça c'est N1 coefficient. Ensuite, tu as lambda 2, et ensuite, tu as lambda R, et ça pendant NR coefficient. Ici, tu as des coefficients dont tu te fous complètement en haut, et ici, voilà. Ici, tu as des zéros. Ça nous donne, puisqu'on sait que A puissance K, pour une matrice triangulaire, c'est lambda 1 puissance K, lambda R puissance K. Donc ici, je ne vais pas noter les multiplicités, 0. Ça va nous donner directement que la trace de A puissance K, c'est égal à N1 lambda 1 puissance K jusqu'à NR lambda R puissance K. Donc, si tu veux l'écrire plus formellement, c'est la somme pour I allant de 1 à R des NI lambda I, ok, en lambda I puissance K. Et donc ça, on sait que ça fait 0 tout le temps. Très intéressant, très très intéressant, puisque du coup, ici, ça nous fait forcément penser à un système de Cramer. Du coup, ce qu'on va poser, on va poser grand lambda
on pose grand lambda qui est égal à la matrice, parce qu'en fait ça c'est vrai pour tout cas, donc en particulier on va pouvoir créer un système à partir de ça. Donc on a la somme des lambda i ni, lambda i puissance k est égal à 0, et donc ça c'est vrai pour lambda est égal à 1, mais c'est vrai jusqu'à lambda i est égal à n, puisque c'est vrai pour tout cas appartenant à n. Je rappelle, l'hypothèse c'est tout cas appartenant à n. Du coup, on pose grand lambda qui est égal à la matrice lambda 1, lambda R. Donc ça qui appartient à MR de C, lambda R, et ici on va mettre, donc peu importe que tu prennes la transposée ou celle-là, dans tous les cas ça va pas vraiment changer l'argument. Mais donc, alors regardons ce qu'il nous faut prendre. Il faut qu'on prenne lambda i, on prend les coefficients comme ça. Donc, on prend lambda 1, lambda r, et là jusqu'à la puissance r. Okay, donc j'ai dit qu'on prenait jusqu'à la puissance n tout à l'heure, et donc en fait c'est plutôt la puissance r. Ok. Donc ok, on est très content, on a notre matrice. On a fait apparaître du coup une matrice de Vandermonde, ce qui est très naturel dans cette situation-là, puisque on a des puissances successives, donc bon, très naturel de faire apparaître la matrice de Vandermonde dans ce cas-là. Donc on a que les lambda i sont 2 A2 distincts, donc lambda i 2 A2 distincts. Ça implique que grand lambda appartient à G LR de C. Et ça nous donne que donc grand lambda est inversible. Et ça nous donne que si on a grand X dans C puissance R, tel que lambda x égale à 0, ça implique que x égale à 0. Ça vient du fait que c'est inversible, donc que le noyau est réduit à 0. Okay, ça nous donne que, en particulier, ici, on a grand lambda fois la colonne N1 NR est égal à 0. Ça implique que N1 NR égale à 0. Ça implique que A est en fait de la forme 0 sur la diagonale. 0 ici des coefficients dont on se fout. C'est une matrice triangulaire supérieure dont tous les coefficients diagonaux sont nuls.